Et juste pour vous rappeler, après cette session, on fait une dernière conférence sur comment mobiliser ses collaborateurs autour de son ADN avec les témoignages de Shopopop et de Fly the Nest. Voilà, Eric, c'est à toi, Eric. Merci Fred. Nous revoilà donc pour une petite conférence qui s'intitule Se développer à l'international, que j'ai le plaisir d'animer du coup en compagnie de Yves, de Delphine et de Sophie qui vont se présenter tout à l'heure. On abordera plusieurs sujets. Je sais que vous avez eu l'occasion de collaborer ensemble, donc vous pourrez nous raconter un petit peu cette collaboration, votre développement à l'international. Et puis si ça vous va, on pourra commencer tout de suite. On posera les questions à la fin. Si vous avez des questions, on sera évidemment très heureux de les accueillir. Et puis on va commencer peut-être Yves n'est pas là du coup, pardon. Peut-être Arnaud. Arnaud, je te laisse te présenter. Arnaud donc, qui fait partie de nos partenaires du CIC Ouest, qui nous accompagne nous depuis le début. Merci à toi. Donc Arnaud Moussin, je suis chargé d'affaires internationales en fait au CIC Ouest depuis 8 ans. Je suis détaché sur la région Bretagne que j'apprécie étant breton historique et voilà, donc j'ai le plaisir d'accompagner les entreprises présentes en l'international depuis un bon bout de temps. Donc on peut voir qu'effectivement dans ce domaine il y a des cycles. En ce moment on en discutera pendant cette petite conférence. On est sur des discussions de reprise. On se prépare tous à une reprise. Donc on est dans le feu de l'action. Donc CIC Ouest aujourd'hui dispose en fait de bureaux de représentation dans le monde. On a 39 bureaux, on couvre une 50aine de pays et on accompagne nos clients sur les problématiques également qui touchent les startups, puisque pour les startups, se développer, c'est aussi se développer à l'international très vite. Voilà, mais je vais peut-être passer la parole à Delphine, si tu veux bien un petit peu te présenter. Voilà. Bonjour, Delphine Doussin. Je remplace Yves Rallon qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc, je suis responsable du service export de CHR Numérique, service export qui quand même a été monté officiellement depuis 1 an, donc après quand même 8 ans d'activité chez CHR Numérique. Peut-être quelques mots sur le CHR Numérique en présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc CHR Numérique est une société qui a été montée par Monsieur Rallon, qui était initialement restaurateur pendant 35 ans, et de sa problématique qui était la mise en œuvre de la démarche HACCP en cuisine, est née du coup la solution IPAC Hygiène qui permet de digitaliser en fait tous les enregistrements obligatoires à réaliser dans une cuisine. Sophie, peut-être, je te laisse la parole et te présenter ton entreprise BookBO. Oui, merci. Donc, enchantée. Donc, je suis Sophie Deniel. Donc, moi, j'ai créé l'entreprise BookBO en 2008. Il faut remonter un peu au début de l'iPhone et les premières applications mobiles. Donc, c'était clairement un objectif numérique, puisque l'idée de départ, c'était d'ajouter des contenus numériques sur des ouvrages papier ou des objets physiques. D'où l'idée de BookBO, book en anglais et BO en breton, donc livre vivant. Et dès le départ, ça a été un point de vue international, puisque dès le départ, on est allé voir ce qui se passait au Japon, du côté des QR codes. Et donc 2008-2009, ça a été une consolidation du projet avec l'utilisation des QR codes dès 2009. Et on était la première application française de décodage de QR codes, qui s'appelle l'application BookBO, tout simplement. Donc voilà pour l'origine du développement de BookBO. Et en 2020, donc suite au bout de 12 ans d'expérience en réalité augmentée, réalité virtuelle et intelligence artificielle, on s'est intéressé au domaine de la e-santé. Et en 2020, j'ai créé l'entreprise, la filiale de BookBO, BO Santé. Et là, à nouveau, c'est un enjeu de déploiement international pour des solutions de télémédecine partout dans le monde. Merci pour ces présentations. Sophie, je vais peut-être rester avec toi. Quand on crée sa société, l'enjeu international, il arrive très vite, c'est une réalité du marché. Là, pour le coup, c'est du numérique. Le numérique, c'est par essence international. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions à ce niveau-là. Puisque si vous voulez déployer, par exemple, là, nos solutions en télémédecine, c'est une solution par utilisateur. Donc, c'est un coût par utilisateur. Donc, ce sont des coûts très peu élevés. Par exemple, 15 € par mois. Mais il vous faut beaucoup, beaucoup d'utilisateurs dans le monde
pour trouver un business model. Donc, par essence, c'est de l'international. Effectivement, vu comme ça va vite. Merci. Une petite question peut-être pour Delphine. Comment ça s'intègre l'export directement dans la stratégie d'une start-up ? Dans un premier temps, ça va dépendre des moyens, mais des ressources aussi. En ce qui concerne CHR numérique, ça a d'abord été saisir des opportunités en fait qui sont arrivées par des clients qu'on avait sur la France qui se développaient à l'export, comme par exemple le club Medmonde. Et petit à petit, ensuite on a cherché des partenaires, des distributeurs, parce que c'est ce qui est assez simple à mettre en œuvre et qui est aussi pas trop coûteux. Ensuite est venue la mise en place de filiales, donc depuis la fin 2019. Et ensuite, tout en grandissant et en ayant le plus de moyens, du coup, on en est arrivé très récemment à de la croissance externe via des acquisitions. Donc vraiment, ça s'est vraiment intégré petit à petit au fur et à mesure que l'activité s'est structurée et que les moyens sont devenus aussi plus conséquents. Effectivement. Et Arnaud, pardon, du coup, le rôle d'une banque dans tout ça, à quel moment elle intervient ? Comment vous accompagnez vos clients comme ça ? Alors écoute, en fait, souvent on me pose la question lorsque je viens en rendez-vous, parce que moi je suis chargé d'affaires internationales, déjà à quoi ça sert un chargé d'affaires international dans une banque ? Alors moi j'ai de multiples casquettes en fait, on va dire je viens un petit peu avec ma trousse à outils, dans le sens où je consacre 50% de mon temps peut-être à peu près à assister mes clients dans le domaine du conseil, dans le développement commercial, apporter nos expertises, puisqu'on a une structure dédiée aide export qui aide en fait les entreprises, notamment à pouvoir approcher un marché, le connaître, voir s'il est adapté en fait à la start-up, et derrière, on va dire dans les 3/4 du temps, trouver un partenaire en local, parce que ça passe souvent comme ça. Après, je reste un banquier, ça fait 25 ans que j'exerce cette belle profession, donc forcément ça va avec un accompagnement aussi derrière sur la sécurisation des moyens de paiement ensuite, puisque travailler avec quelqu'un à l'export, c'est complètement différent de travailler avec quelqu'un en France. Je m'appuie d'outils comme l'assurance crédit ou ce genre de choses pour accompagner les clients, puisque ça c'est un volet essentiel, notamment dans cette période un petit peu trouble où on a pas mal de sociétés à l'étranger qui se créent, qui disparaissent. Voilà, problématique aussi de flux internationaux, hein, ça c'est important. Et puis on a rajouté une dernière brique qui me paraît essentielle, c'est l'aspect du réseau. Alors au niveau du CIC, on a créé récemment un club, le club CIC International, dont la vocation est de fédérer toutes les entreprises qui travaillent sur l'import-export au niveau national et de pouvoir ensemble on organise des webinaires, des rencontres, on espère en présentiel bientôt, et puis de pouvoir avancer ensemble sur leurs différentes questions et problématiques, apporter notre expérience d'établissement financier qui aujourd'hui réalise par exemple 20% de son activité en Allemagne. Voilà, donc on essaie de montrer qu'on est en capacité vraiment d'apporter quelque chose, toujours du plus. On ne va pas se substituer à un service export, mais vraiment apporter, venir ponctuellement les aider dans leur développement. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant. Tu parles pas mal de partenaires, de partenariats locaux. Delphine, toi tu parlais plutôt de croissance externe. Vous privilégiez quelle piste ? Comment ça s'oriente ? Si on doit en privilégier une ? Toutes les voies sont bonnes, mais après, je pense que déjà une question de moyens, puis il y a aussi une question de temps. Il y a un temps pour tout. C'est vrai que dans un premier temps, quand on n'a pas forcément énormément de ressources financières, mais même si on les a, on n'a pas forcément les ressources humaines et commerciales en fait pour pouvoir se développer à l'export. Donc c'est vrai que passer d'abord par des partenaires, ça peut être une bonne option, parce qu'aussi évidemment il y a la spécificité locale, le culturel est à prendre en compte bien évidemment, et c'est vrai que c'est une charge de travail qui est assez minime quand on passe par un distributeur par exemple. On a un investissement financier aussi qui est moindre.
Après, nous, on a travaillé également par la suite avec Arnaud sur le développement de la filiale en Espagne. Donc là aussi, on est passé par les partenariats au niveau bancaire. Donc là, c'est à partir du moment effectivement où on a un petit peu plus de moyens et c'est vrai que la filiale aussi permet de garder l'ADN de la société, ce qui n'est pas forcément le cas quand on travaille avec des distributeurs. Et l'acquisition, ça vient quand même après, au-dessus, on va dire, de la filiale par croissance externe, parce que finalement, c'est encore une étape où ça demande des moyens supplémentaires, mais ça peut nous permettre, justement, c'est une chance pour nous, de nous installer dans des pays où on n'était pas présent, en bénéficiant de la structure déjà existante de l'acquisition qu'on a faite. Dernièrement, nous, on a fait l'acquisition d'une société qui propose une solution qui est complémentaire à la nôtre, et c'est une acquisition qui s'est faite en France. Mais ils ont une filiale en Allemagne, ils sont très présents et nous, ça va nous permettre en fait de nous développer là-bas. Et en échange, eux qui s'intéressent à l'Espagne, en fait, on va pouvoir leur permettre d'intégrer nos bureaux en Espagne. Il y a une question qui est centrale, c'est celle finalement de la visibilité à l'international et dans les pays où on va s'implanter. Sophie, peut-être, vous utilisez quels outils pour être visible quand vous vous développez à l'international ? Alors nous, on est complètement aujourd'hui sur l'exploitation du réseau LinkedIn. C'est vraiment un réseau extraordinaire pour pouvoir entrer en contact très très facilement avec des business développeurs dans les pays qu'on cible. Et on a aussi également travaillé avec les équipes du CIC, donc les équipes notamment les pays du Nord, puisqu'on a un partenariat avec une entreprise au Danemark, et pour un petit peu aller à la conquête des marchés des pays du Nord, on a travaillé avec le CIC Suède. On a également fait des collaborations avec le CIC au Portugal, pour pouvoir aller proposer nos solutions à des partenaires, donc des équivalents BookBO au Portugal, pour co-construire et développer de la commercialisation au Portugal. Nous, ça nous paraît vraiment clé de travailler avec des locaux qui revendent finalement nos solutions. C'est vraiment la connaissance du marché, ils l'ont, et on collabore sur finalement des briques qu'on peut avoir en commun ou en complément. Donc ça, c'est vraiment une fois qu'on a les contacts, qu'on les a établis via des réseaux comme LinkedIn, et ça peut monter très très vite, on fait énormément de community management sur LinkedIn, et ça monte très très vite. Il y a des gens qui suivent, il y a des groupuscules qui se créent, et en plus on travaille en français et en anglais, on poste dans les deux langues, et ça c'est un démultiplicateur de contacts. C'est de la prospection digitale quasiment uniquement, ou vous avez des outils un peu plus... On est complètement dans de la prospection digitale, mais depuis le départ en fait. Depuis 2008-2009, nous on était déjà dans le télétravail, la visioconférence. Ce qui s'est passé en 2020 avec le Covid, finalement ça a accéléré la possibilité de rencontrer des clients qui jusque-là n'avaient pas l'habitude d'utiliser la visioconférence, qui se disaient non, nous on veut que vous veniez nous voir. Là, ils acceptent finalement qu'on leur parle, et du coup ça nous démultiplie les contacts. Il n'y a pas une journée aujourd'hui où j'ai pas une visioconférence en anglais. Il y a peut-être des différences culturelles, non, de pays que vous avez expérimenté entre justement l'utilisation de la visioconférence, le physique ou des choses comme ça ? Le Japon, c'est compliqué. Alors que la Chine, par exemple, c'est vrai que la Chine, c'était un peu, parce qu'on travaille avec la Chine, parce qu'on a acheté un capteur en Chine. Et on a complètement... Eux, ils le vendaient sur Internet, sur Amazon, mais il fallait en acheter 200 pour l'avoir au prix réel. Du coup, on est passé sous forme d'anguille par une société parisienne qui connaissait des porteurs d'affaires en Chine. Enfin, bref. Mais une fois qu'on avait le bon contact, la visioconférence s'est faite directement dans l'usine. Ils ont présenté tous les produits de l'usine. C'était assez magique. On a l'impression d'être là-bas. On était à Shanghai et c'était en plein confinement. Et en fait, ils étaient complètement libres avec la visioconférence. Enfin, c'était presque du réel en fait. Et les États-Unis, alors là, ils sont extrêmement bien organisés. Ils font des visioconférences à 50 personnes. La prise de parole est super bien organisée. Il y a vraiment des maturités différentes. Voilà un petit peu les expériences que je peux partager. C'est hyper intéressant. Je vais revenir peut-être un peu vers Arnaud. Arnaud, une question spéciale pour un banquier. C'est quoi les risques pour une start-up quand elle se lance à l'international ?
Écoute, je vais avoir du mal à te répondre dans un temps aussi court. Parce que en fait, on est entouré de risques tous les jours. Qui aurait pu penser il y a 2 ans, évidemment, le risque épidémiologique, c'était pas forcément un risque qu'on avait identifié. Voilà, donc maintenant, ça en fait partie. Je vais essayer peut-être de retenir 3 exemples. Alors, bon, le premier quand même, et je dirais c'est pas uniquement pour la start-up, mais c'est pour tous nos clients français qui travaillent à l'international, c'est quand même le risque de contrepartie, c'est effectivement le risque client qui est essentiel. Parce que souvent, en fait, quand on a sa première commande à l'international, souvent on est assez content parce que c'est parfois du travail de longue haleine et on a tendance à vouloir aller assez vite et on néglige un petit peu tout ce qui est termes de paiement. Donc il ne faut pas lâcher. Ça fait parfois partie d'une négociation dans certains pays où c'est un certain jeu. Donc il faut rester rigoureux sur ça et nous la banque au sens large on est là pour donner les principales ficelles pour nos exportateurs. Donc il y a ça. Il y a un autre aspect qui me paraît aussi fondamental, c'est le risque de change. La période de Covid a fait qu'on a eu une très très forte volatilité de certaines devises par rapport à l'euro. Et donc avec de vrais risques pour certains de perdre leur marge à l'international. Donc ça c'est quelque chose à prendre en ligne de compte. Il ne faut pas négliger, enfin je dirais, on peut parfois accepter de se faire régler en devises étrangères. Néanmoins, il faut bien le peser et bien appréhender ça. Il y a des outils qui servent à le faire. Et puis pour terminer, j'irai sur les autres aspects risques. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est important d'appréhender, c'est essentiellement, on va dire, les aspects de la mondialisation. Et donc si en fait appréhender un développement à l'international, ça doit se faire aussi par zone. Travailler l'Europe est quand même très différent de travailler l'Asie ou l'Amérique latine. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. On a plutôt une recrudescence. Nos clients veulent profiter de la relance essentiellement sur l'Europe. Il ne faut pas non plus négliger les autres destinations, puisqu'il y a de vraies opportunités. Néanmoins, ce sont des pays avec plus de risques. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes interrogations. Oui, je pense. Bon, on va s'arrêter de toute façon aux 50 premiers risques. Ça, c'est des choses que vous avez vécues, Delphine, vous le corroborez ou c'est... De toute façon, se développer à l'export, c'est toujours un risque. Après, c'est pour ça qu'il faut être prêt. C'est-à-dire qu'il faut pas aller trop vite. Il faut pas se lancer à l'export sans avoir déjà une bonne base peut-être au niveau national. Le risque aussi, c'est d'aborder des marchés, de vouloir aborder des marchés étrangers de la même manière qu'on les aborde chez nous. Donc ça, je pense que avoir un local, c'est juste indispensable. Après, c'est sûr que le risque sanitaire, nous avons ouvert notre filiale en Espagne juste au moment où juste avant le premier confinement. Donc tout le plan de communication qui déboulait sur un salon, etc., est tombé à l'eau et donc forcément, toute la stratégie en fait liée à l'ouverture de la filiale est tombée à l'eau. Donc forcément, après derrière, il faut rattraper tout ça. Ça, c'était des risques qui étaient évidemment pas, prévisibles. On pouvait pas savoir. Mais je pense qu'il faut déjà avoir les reins solides au niveau national avant de s'hasarder, de vouloir attaquer l'export justement pour pouvoir faire plus facilement face à ces risques-là et évidemment savoir se faire accompagner par les personnes qui sont susceptibles de nous aider parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de structures qui apportent leur aide et des solutions intéressantes. Je t'en prie, garde le micro, j'ai encore une question pour toi. Tu m'as parlé de l'Espagne, pas mal. C'est quoi les autres pays que vous privilégiez et pourquoi l'Espagne? Pourquoi ces autres pays? Alors, l'Espagne, c'était aussi par opportunité, mais parce que c'est un pays de l'Europe qui est juste à côté du nôtre. Les besoins en termes de suivi des normes HACCP qui est harmonisé au niveau européen, en fait, donc sont les mêmes là-bas.
On était également présent au Maroc, on est présent beaucoup dans les Antilles françaises. Et là, nos pays cibles sont essentiellement... on a beaucoup de développement en Belgique actuellement, donc par extension, on attaque les Pays-Bas. L'Allemagne aussi, puisqu'on va pouvoir du coup s'implanter grâce à notre dernière acquisition. Et c'était pas prévu, mais encore une opportunité inattendue. On commence à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, parce qu'on a une personne qui maîtrise bien le sujet, qui s'installe là-bas et qui du coup on va se lancer. Donc on est sur une période test de 2-3 mois pour voir comment appréhender le marché. Et voilà. Super, bravo. Sophie, peut-être sur la remarque d'Arnaud tout à l'heure, sur les risques, c'est des choses que vous avez expérimentées aussi? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que nous, on vend du numérique. Nous, notre enjeu, du coup, c'est d'être, par exemple, présent sur des marketplaces internationales. On vend des applications qui doivent être présentes sur des marketplaces comme Amazon, Decathlon, Google Store, Apple Store. Donc là, ça va être d'avoir suffisamment de moyens pour se rendre visible, pour pouvoir faire ce qu'on appelle de l'acquisition d'utilisateurs. D'avoir des communautés autour qui vont pouvoir plébisciter l'usage de l'application, de créer du bouche à oreille, de l'usage. Donc les enjeux sont pas tout à fait les mêmes que pour e-packaging, la e-pack. Donc voilà, on n'est pas sur les mêmes mondes et ni sur les mêmes types de risques. Oui, effectivement, c'est vrai que nous, on présente une solution numérique, mais aussi ce qui fait notre spécificité, c'est la présence dans les pays et aussi le fait qu'on accompagne les utilisateurs. Donc, il faut qu'on soit présent physiquement aussi dans tous les pays dans lesquels on commercialise la solution. Donc, c'est un petit peu ce qui... C'est ça, ouais. C'est du numérique, mais... voilà, on n'est pas du tout sur le même créneau. Alors, donc on n'a pas les mêmes problématiques. Ouais. C'est vrai que sur ces créneaux d'applications, il y a deux types d'usages. Il y a des applications qui peuvent être professionnelles, en mode propriétaire, et puis des applications qui sont diffusées sur des stores. Donc on n'a plus du tout les mêmes circuits de vente. Et c'est vrai que nous aussi, on fait des applications sur mesure qui sont dans des circuits professionnels ou par exemple sur des circuits santé qui vont être mis en place dans des hôpitaux ou par des médecins avec de la prescription médicale ou par des professionnels de mise en place de santé à domicile, de respirateurs, des choses comme ça, avec d'autres objets physiques, c'est beaucoup d'objets connectés. Et là, on n'est plus du tout sur les mêmes circuits de vente et on retombe dans les mêmes risques que les vôtres en fait. Parce qu'il faut effectivement accompagner la mise à disposition du dispositif dans le pays, dans la culture, et avec les utilisateurs n'ont pas les mêmes modes d'usage dans les différents pays. C'est vraiment intéressant. Arnaud, peut-être une question un peu plus technique. C'est quoi les aides qu'on peut actionner quand on est une start-up qui veut se développer à l'international ? Alors, je dirais si c'est vraiment l'année pour se lancer à l'international pour les startups, et pour les entreprises au sens large, puisque il y a globalement des dispositifs exceptionnels qui sont mis en œuvre cette année dans le cadre du plan de relance. Je distinguerai en fait 3 types d'aides. La première, peut-être plus classique, mais l'assurance prospection qui existe depuis pas mal de temps, qui est aujourd'hui mise en œuvre et financée par la Banque publique d'investissement, la BPI, avec sa petite sœur qui s'appelle l'APA, l'assurance accompagnement de prospection, qui est née en fait en avril, pendant le confinement. L'idée étant de pouvoir mettre en place des dossiers assez simples et qui est tout à fait adapté pour les startups, pour un budget de l'ordre de 30 à 40 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. On a des dispositifs régionaux sur la Bretagne, très spécifiques, qui permettent aussi d'aider en fait les entreprises au sens large. En fait, avec un ensemble de passes, on a le pass notamment qui aide à recruter
un collaborateur qui va s'occuper de la partie internationale, ça s'appelle le Pass Export RH, donc géré par la région Bretagne, en temps partagé avec une autre entreprise. On a également, il y a une volonté de remettre au goût du jour le VIE, sur la base, donc le volontariat international à l'étranger, avec une aide, une subvention à hauteur de 30% du coût du VIE et pendant 18 mois, donc c'est pas neutre. Et puis également, il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé, mais dans beaucoup d'activités, il y a besoin pour aborder l'international d'avoir des documentations techniques parfois assez onéreuses, des supports aussi web, et il y a des passes communication également subventionnés par la région. Voilà, donc là on a fait un petit peu près le tour de ce qui se passe au niveau régional. Et puis donc dans le cadre du plan de relance pour l'année 2021, il y a en fait tout le volet dédié au chèque relance export, ce qu'on appelle le CRE. Ce sont des subventions pour aider les entreprises et donc ils sont aussi éligibles aux startups. Il n'y a pas de la seule condition, c'est d'avoir un bilan et de pouvoir actionner et de prospecter des marchés. Et tout cela doit se faire en accompagnement par des sociétés de conseil, on va dire habilitées par l'État français. Et donc on peut avoir des subventions à hauteur de 2 000 € par pays. Donc c'est le moment de le faire. Et en plus avec une subvention de 5 000 € également pour les VIE. Donc tout ça montre bien le souhait, et c'est vrai que les prévisions sont plutôt bonnes. C'est vrai que le commerce extérieur français a quand même fortement décliné sur l'année 2020. L'idée étant de remettre les bouchées doubles pour cette année et globalement sur notre activité, on sent une vraie recrudescence depuis 2-3 mois pour aller vers l'export, et on va dire vraiment l'export de proximité, plutôt le Grand Europe et également l'Amérique du Nord. Ouais, CHR Numérique est vraiment proche de la France à chaque fois. C'est des pays qui sont vraiment limitrophes. En fait, on a des clients un petit peu et on est sollicité un peu des 4 coins du monde. Mais c'est vrai que notre priorité actuelle, c'est vraiment d'asseoir notre position de leader européen. Donc continuer à se développer en France et sur les pays qui sont autour de nous. Après, on continue évidemment de s'occuper de tous nos clients qui sont un petit peu partout dans le monde. Mais c'est vrai que la priorité est effectivement pour l'instant européenne, même si on a des clients au Canada, au Japon, en Asie, en Indonésie, en Thaïlande, on en a à Dubaï, au Maroc. Donc voilà. Pour ne citer que. Sophie, peut-être, histoire on va commencer à conclure gentiment, et après on pourra accueillir vos questions s'il y en a. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, une jeune société qui nous regarde et qui veut se lancer à l'international. La question est vaste. Alors, en fait, de ne pas hésiter. Un petit truc juste sur le côté français qui parle pas bien anglais. En fait, ça aide énormément parce que du coup, on parle pas bien anglais, mais c'est pas grave, les gens nous adorent à l'étranger. Donc, surtout ne pas hésiter, d'oser, parce que finalement on est plus fort. Moi je me souviens des débuts quand on est parti au Japon faire un premier voyage d'étonnement sur les QR codes, et ensuite on était dans les premières applications à utiliser ce genre d'outils. Et finalement, ça conforte aussi dans une idée de business, parce qu'on a un appui, une valorisation d'un pays qui a un développement un peu en avance par rapport à nous, par exemple. Et ça permet de se dire, on est dans le bon chemin, on est dans le bon focus. Là, en ce moment, c'est pareil au niveau les États-Unis ont du retard sur certains plans, mais énormément d'avance sur d'autres plans. Par exemple, en télémédecine, ils ont la moitié du marché mondial, et c'est la Chine ensuite. Nous, la France, on a 6%. Donc, clairement, il faut aller aux États-Unis pour aller expérimenter ce type de business et surtout le déployer beaucoup plus rapidement. Donc, le truc, vraiment, le conseil, c'est oser. En général, quand on y va, les portes s'ouvrent encore plus facilement. Et ça valorise une certaine confiance dans son propre business en France. Et ça même, je dirais même, ça l'accélère en France, au final.
Merci pour ce conseil. Je pense qu'il sera bien appliqué par beaucoup de monde. Delphine, peut-être la même question. Oui, bah, c'est sûr il faut pas hésiter. Par contre, je pense que il y a un temps aussi dans le développement de la start-up par rapport au départ de son activité. Après, tout dépend de ses objectifs, bien évidemment. Je suis pas tout à fait d'accord avec Sophie sur la question linguistique. Voilà, parce qu'effectivement, En fait, elle parle très très bien anglais et 5 langues, alors que moi, je suis une bille en langue. moi, je pense C'est que le pour ça. local, c'est voilà. Et bon, par expérience, c'est vrai que quand on arrive dans le pays et qu'en fait on parle leur langue, surtout dans des pays avec des langues un petit peu particulières. C'est tellement apprécié en fait, ils sont vraiment touchés et du coup c'est un atout. Après tout dépend aussi des marchés qu'on vise. Nous on n'a pas du tout les mêmes utilisateurs, hein. C'est pas du tout la même chose. Voilà, nous ce sont les restaurateurs, les artisans des métiers de bouche, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais voilà, moi on a le droit d'avoir un avis différent sur la question, hein. Voilà, On est d'accord en fait. c'est ça. Oui, finalement. Pour compléter vos propos, moi je suis d'accord avec vous deux en fait. Donc ça tombe bien. En fait, pour la start-up, je dirais que le conseil, c'est essayer de ne pas partir tout azimuts non plus. Ce sont souvent des structures légères. Il faut vraiment prioriser et faire des choix. On ne peut pas tout faire. Il vaut mieux en faire moins, mais vraiment s'y consacrer à fond. Voilà. Ça peut paraître un peu trivial comme remarque, mais bon, elle reste de bon sens. Voilà. On a parlé un peu de l'opportunité, ce serait un conseil aussi de saisir ça. À chaque fois de se peut-être abandonner le Pour te plan répondre initial. sur le côté de l'opportunité, en fait, l'export, ça part souvent d'une opportunité, c'est clair. On est contacté par une société étrangère. C'est peut-être la première source de business. Généralement, on tisse à partir de là. Mais au bout d'un moment, on peut pas vivre que d'opportunités. Il faut avoir une stratégie à moyen terme et avancer, se fixer des objectifs parce que on risque sinon des déconvenus parce que aujourd'hui on est contacté par des tas de sociétés du monde entier, mais c'est pas évident que ça matche aussi. Il vaut mieux prendre le temps de la réflexion et se dire moi je suis pas prêt pour travailler avec eux, mais peut-être plus tard. Je pense qu'il faut peut-être un peu de prudence, mais bon c'est le banc qui parle. Voilà. Après, j'aimerais bien compléter parce que c'est vrai qu'il faut aussi se donner les moyens de ses ambitions. C'est une opportunité et puis on bricole, on arrive à saisir l'opportunité. Derrière, ça peut pas suivre. Donc il faut vraiment, s'il y a une opportunité, se donner les moyens de pouvoir industrialiser ensuite cette opportunité. Donc juste pour compléter, effectivement, moi je serais pas, faut être prudent, faut prendre le risque, mais après derrière, il faut faire en sorte que cette prise de risque, elle soit valorisée. Bah, je veux bien compléter un petit peu encore. Donc c'est vrai que nous chez CHR finalement on a vraiment suivi ce schéma crescendo en fait, de commencer par saisir les opportunités, puis petit à petit se développer en cherchant des partenaires locaux et ensuite en ouvrant nos propres structures et ensuite en partant sur l'acquisition. Donc c'est vrai que on y allait, mais on est aussi allé au fur et à mesure des moyens et des ressources humaines qu'on avait. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même eu une progression qui était logique finalement. Et c'est vrai que si on était parti d'un coup tout de suite, même en ayant peut-être les moyens financiers, on se serait cassé la figure parce que derrière on n'avait pas les gens, ni le recul, ni l'expérience nécessaire déjà au niveau national pour pouvoir assurer à l'export. Donc il faut y aller. Mais pas n'importe comment. Ce sera le mot de la fin. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Merci à tous les trois. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Est-ce qu'on a des questions, peut-être des questions en ligne? J'ai pas eu le retour. Au niveau des risques, on a perdu les je pense qu'on a fait fuir tout le monde. C'est dommage parce que franchement, c'est des sujets passionnants et on est vraiment dans le cœur de l'action et de l'actualité. En tout cas, il faut savoir que le métier de l'international au sens large, c'est une grande famille. C'est-à-dire qu'en fait, ici en Bretagne, on se connaît tous. On échange nos bonnes pratiques. Ça se passe souvent bien en mode décontracté, mais très professionnel. Donc voilà. Je ne sais pas si c'était le mot de la fin, mais s'il y a des questions, on est hyper ouvert.
Alors je scrute l'audience. Je n'en vois pas. Si on... C'est qu'ils sont pas prêts à partir à l'international. Ou alors ils sont partis à l'international Ils pendant sont à qu'on parlait. l'international, en fait. Une question d'anglais. Merci du coup à tous les trois. On va marquer nous une pause d'un bon quart d'heure avant la prochaine conférence. Merci encore pour votre intervention. Pardon. Merci. Et puis on vous retrouve sur la Startup Golf Cup et le French Tech Day. On pourra échanger avec vous, j'espère, dans les prochaines minutes. Merci beaucoup. Merci.